Bonsoir à tous et à toutes et bon retour au conseil municipal. Alors, j'espère que vous avez bien profité de la pause pour aller prendre de l'air, bien manger. Et donc, nous sommes de retour au chapitre 65, au point 65.02. Alors, j'aimerais donner la parole, donc, à peut-être Mme Lalida pour nous guider à travers les différentes motions de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Arif Salem. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Salem, à vous la parole. Oui, merci Madame la Présidente. En fait, moi, je vais intervenir avec cette motion-là. Nous savons tous, je vais commencer justement par remercier mon collègue, Monsieur Luc Trabouin. Nous avons pu s'entendre sur la motion et nous allons déposer une motion ensemble, à la limite. Puis, je prendrai pas beaucoup de temps, je ne prolongerai pas le conseil. Je vais juste mettre quelques points sur les i, en fait. Vous savez, les bars et les restaurants, ils font partie de la ville, ils font partie de la vie de la ville de Montréal. Et comme on sait tous, ces commerces-là, ils ont fermé comme tout le monde au début de la pandémie et jusqu'à maintenant, ils vont être les derniers à ouvrir. Mais ils vont ouvrir avec beaucoup de restrictions, comme on entend actuellement. On sait aujourd'hui qu'il y a 3% des restaurants, ils ont fermé boutique déjà avant même la réouverture. On sait que 43% de ces restaurants-là, ils ont déjà octroyé des prêts pour pouvoir subvenir à leurs besoins et continuer d'exister. Et il y a 42% de ces commerces-là qui sont en train de travailler juste avec la livraison. Donc, nous avons pensé comme formation politique d'amener cette motion justement pour les aider dans un petit point. En fait, c'est au niveau de la livraison de l'alcool. Nous savons que la loi de la livraison de l'alcool, puis la loi sur l'alcool, elle est une loi extrêmement compliquée. Donc, on veut pas toucher à cette loi comme telle. Ce que nous voulons juste assister les bars, les restaurants, les tavernes avec une formule simple. Beaucoup de villes dans ce pays. Berlin l'a fait, New York l'a fait, Baltimore l'a fait, puis même des villes au Québec, Trois-Rivières, Shawinigan, ils ont déjà présenté des demandes. Les chambres de commerce aussi qui veulent qu'on aille de l'avant avec cette mesure. La mesure, elle est bien simple. On parle d'une demande au gouvernement du Québec de permettre, pendant la crise du COVID, la vente à emporter et la livraison d'alcool sans repas pour tout type de permis de l'alcool. On sait déjà que le gouvernement, il a déjà fait un pas avec le projet de loi 61, sauf que le projet de loi 61 ne touchait pas tous les types de commerce qu'on est en train d'amener. Et le projet de loi 61, comme on sait tous, il n'a pas été adopté. Donc, actuellement, on est en pleine saison estivale. Puis, ça nous prend un décret du ministre pour pouvoir passer à travers cette saison si on veut garder des restaurants ouverts. Comme je vous ai dit, j'ai remercié mon collègue M. Rabouin pour son ouverture. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'ajouter un attendu à cette motion-là. L'attendu, il se lit comme suit, attendu que même si une date de réouverture a été annoncée par le gouvernement du Québec pour les restaurants de la grande région montréalaise, les bars attendent toujours une mesure similaire. Donc, justement, parce que, comme on a dit dans le projet de loi 61, les bars n'ont pas été touchés par cette mesure-là et nous, en tant que ville, administration et opposition, dans ce cas-ci, on aimerait unir notre voix pour aller de l'avant avec une demande au gouvernement pour aider les commerces. C'est un petit geste, on s'entend. On ne demande pas vraiment un changement à la loi. Avec un décret, le ministre peut le faire. Une mesure temporaire aussi pour le temps de la COVID, après la crise. Donc, on n'est pas en train de chambouler la loi ou quoi que ce soit. Avec cette mesure, on espère que les restaurants pourront avoir une source de revenus qui va les aider à passer à travers la crise ou dès l'ouverture et surtout avec la saison estivale qui commence. On est déjà le 15 juin, le 16 juin aujourd'hui, donc la saison qui a déjà commencé, mais bon, on s'entend, c'est le gouvernement qui décide et le gouvernement, on espère qu'il va changer aussi d'avis et qu'on va leur aider avec ce point-là. Ceci étant dit, j'aimerais juste laisser la parole à mon collègue, M. Rabouin, s'il veut ajouter quelque chose, puis je fermerai le tour. Merci. Merci beaucoup, M. Salem. Donc, M. Rabouin, à vous la parole.
Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Salem pour cette proposition de motion qui est une excellente idée. Donc, c'est pour ça qu'on s'y est rallié de manière aussi enthousiaste en proposant simplement un petit amendement. Et je pense que on a à tous à être ensemble dans la situation des bars, des restaurants, mais de l'ensemble des commerces. Et je pense que ça, c'est vraiment une préoccupation qu'on partage tous et toutes les élus du conseil municipal. Je trouvais que la motion, elle complétait bien les autres actions qu'on a déjà mis en place, là, que vous connaissez bien. Là, je vous rappelle, lors du premier prêt qu'on a fait avec le gouvernement du Québec, l'entente de 40 millions pour le rendre disponible aux entreprises montréalaises, la Ville s'est assurée que ce montant était disponible pour les bars qui étaient exclus au départ du programme. Donc, c'est vraiment une demande de la Ville. Donc, on partage vraiment votre préoccupation et le programme a été changé pour tout le Québec. On a, vous savez, réduit le coût de manière très importante des terrasses dans plusieurs arrondissements de Montréal, notamment dans Ville-Marie, dans le Plateau, avec un coût symbolique de 50 $ qui va les aider dès qu'ils vont pouvoir avoir l'autorisation d'ouvrir. On a allégé de manière très importante les règles entourant l'installation de terrasses sur les rues piétonnes et partagées parce qu'on a évidemment moins besoin de mesures de protection, de sécurité parce que la circulation automobile est apaisée. Et on a même, la semaine dernière, organisé une rencontre avec la Régie des alcools et des jeux pour voir avec eux comment on pourrait installer des terrasses mutualisées parce que c'est pas tous les propriétaires qui peuvent installer une terrasse devant leur commerce. Et là, on a développé une formule pour être capable ça va être les premières terrasses mutualisées à Montréal, donc des terrasses collectives qui pourraient servir à plusieurs propriétaires de restaurants de bars. Il y en aura très certainement dans l'arrondissement Ville-Marie. On a réussi à trouver la façon avec la Régie des alcools. Donc, on est très actifs et évidemment, on sait que la période est extrêmement difficile pour eux. Donc, on est solidaires de leur travail. On appuie la motion. On appuie les restos et les bars, et évidemment, l'ensemble des commerçants montréalais. Merci. Merci beaucoup, M. Rabouin. Alors, la parole à Mme Lalidaire. Oui, merci, Madame la Présidente. Je remplaçais en fait mon collègue Benoît Langevin qui avait un empêchement familial, mais je comprends qu'il vient tout juste d'arriver. Alors, je pense qu'il va être en mesure de prendre la parole. Oui, bonjour, on m'entend bien? Oui, j'avais juste M. Lessard-Blais avant vous, alors je vous reviens, M. Langevin. Parfait, merci, Madame la Présidente. Oui, donc M. Lessard-Blais, à vous la parole. Oui, bonjour, Madame la Présidente. Simplement pour déclarer mon intérêt sur le point 65.02. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on le prend en note. Monsieur Langevin, à vous la parole. Donc, je voudrais profiter de la motion d'Ensemble Montréal pour dire merci à nos tenanciers de bar et à nos restaurateurs qui nous ont apporté d'excellents souvenirs tout au long de nos vies, que ce soit entre amis ou en famille. Le coût que leur a porté la COVID pourrait être décisif. Dans certains cas, je m'en désole. La Ville de Montréal doit tout faire pour que le plus possible d'entre eux survivent à cette crise. Cette motion est attendue par le milieu que nous voulons aider. Montréal 24/24, pour ne citer qu'eux, qui travaillent à défendre le milieu de la nuit à Montréal. Ils le font sans relâche et ils ont besoin de nous. Nous avions répondu aux besoins de leur milieu en proposant le métro de nuit. Nous sommes une fois de plus à l'écoute. Nos bars et nos restaurants sont dans notre ADN. Écoutons-les, défendons-les. Merci. Merci beaucoup, M. Langevin. Oui, M. Salem, à vous la parole. En fait, en droit de réplique, encore une fois, merci pour mon collègue. J'aime beaucoup l'idée de mutualisation. J'ai déjà demandé au service chez nous à l'arrondissement de se pencher sur l'idée déjà aussi. On a discuté de ça avec mes collègues, M. Mieli, M. De Souza. Et c'est une excellente idée. Je suis très content de savoir que la mutualisation peut se faire actuellement. On a la rue des Caries chez nous, puis on veut aller de l'avant avec ça. Aussi, peut-être un clin d'œil, parce qu'on a déjà amené une motion au niveau des permis, qu'on avait amené au niveau l'opposition officielle, on a amené cette motion il y a un mois. Et je suis content aussi que vous êtes en train de prendre des mesures de cette motion pour la mettre en place. À Ville-Marie, pour les permis, on fait exactement tous la même chose. On veut tous aider nos commerçants. Et si on peut s'entraider, je pense que c'est une bonne chose. Alors, merci encore une fois. Et je pense avec une voix forte, avec un vote unanime du conseil municipal, on peut aller plus loin pour aider nos commerçants et nos restaurateurs. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Salem. Donc, je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole sur ce point. Madame la leader, est-ce que c'était pour prendre la parole? Non, non, mais je n'ai pas ma petite main. Ah, OK. Non, j'ai vu vos micros s'allumer. C'est quand même. Pas de problème. Parfait. Alors, je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. Alors, cette motion est adoptée. On va passer au prochain point alors, à la motion 65.03. Monsieur Miele, est-ce que c'est vous qui la présentez? Oui, Madame la Présidente, je vous remercie. Madame la Présidente, étant donné que j'ai pas eu la même chance que mon collègue Salem d'être en pourparlers avec l'administration depuis le dépôt de cette motion, sans vouloir entrer dans un débat procédural, je voulais juste avoir votre opinion, à savoir si c'est possible d'emblée savoir si le projet d'amendement qui a été transmis par le bureau de la présidence, étant donné la nouvelle procédure, vu que on doit les soumettre auparavant. C'est vrai, je sais que le leader de la majorité va me dire on ne peut pas présumer que vous allez le déposer, je vous entends, mais tout est en adaptation, chers collègues, et ne sachant pas si c'est même recevable, je peux pas savoir non plus parce que d'un coup qu'il est qualifié recevable, ben, je dois considérer que c'est la nouvelle motion. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aimerais avoir votre opinion, Madame la Présidente, si vous pouvez d'emblée me dire s'il est jugé recevable ou pas. Madame la Présidente, est-ce que vous permettez que je prenne la parole une seconde là-dessus? Oui, allez-y. J'entends la demande de mon collègue, le leader adjoint. Moi, je vous proposerais, Madame la Présidente, sur la question qu'il soulève, qu'on fonctionne comme avant. Quand je comprends que les documents sont dans le disque, qu'on ne peut pas faire comme si on ne les avait pas vus, mais qu'on fasse comme. Je proposerais que l'opposition présente ses motions comme s'ils n'avaient pas vu l'amendement et qu'on propose l'amendement après qu'ils aient présenté leur motion, que vous jugiez la recevabilité à ce moment-là et qu'on continue le débat là, comme si on était à l'Hôtel de Ville. C'est l'argument que je fais. Ceci étant dit, je comprends que c'est peut-être que c'est trop difficile une fois qu'ils ont vu la documentation. Je vous laisse trancher là-dessus, Madame la Présidente. Ben, je vous dirais, si vous me permettez juste un mot additionnel avant que vous rendiez votre position, la seule raison qui rend la tâche encore plus difficile comme proposeur, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de discussion. Donc, je n'ai pas l'arrière-pensée de la personne qui me propose ce texte lorsque je l'ai devant moi. Et donc, n'ayant eu aucune négociation, je dois malheureusement considérer que ça va être le texte final. Et c'est sur cette base-là que je vous demande une certaine clémence, Madame la Présidente, à savoir si vous pouvez au moins déterminer s'il est recevable ou pas. Parce que s'il n'est pas recevable, ça change ma position. Mais c'est justement pour ça, Monsieur le leader, que je vous propose qu'on fasse comme si vous ne l'aviez pas vu. Vous le présentez, notre rapporteur présente l'amendement et à ce moment-là, la recevabilité jugée à ce moment-là, d'y aller candidement. Là. En tout cas. Mais merci pour... merci. Là, moi, ce que j'aimerais, c'est vous entendre premièrement, M. Miele, sur la motion telle que vous l'avez présentée. Et ensuite, je veux entendre M. Caldwell, j'imagine, sur les amendements qu'il souhaite présenter. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous disiez, M. Limoges, là, mais moi, j'aimerais juste vous entendre sur la motion que vous présentez aujourd'hui, là, comme normal, là, alors tel que c'est présenté dans l'ordre du jour. Oui, c'était ça ma proposition. Oui. Alors, dans les circonstances, Madame la Présidente, la réalité est la suivante. N'ayant pas eu de discussion avec le porteur du dossier, j'ai un texte devant moi et n'ayant pas non plus la possibilité de venir faire un sous-amendement parce que la procédure ne le permet plus, parce qu'il fallait soumettre auparavant un texte depuis hier, ça rend la discussion intenable. L'opposition officielle tenait vraiment ici à tendre une perche à l'administration, à soumettre de façon très constructive un processus de consultation avant le déploiement des voies actives avec les différents changements qu'il y a eu depuis le début
du déploiement, plusieurs reculs de l'administration avec l'enquête de l'Ombudsman. Le texte, le risque que j'ai à prendre dans les circonstances est trop élevé de laisser sur la table cette motion. Et dans les circonstances, et c'est malheureux parce que si on va procéder ainsi pendant plusieurs mois, je considère humblement qu'on a un discours serein à tenir sur la recevabilité d'une motion. Dans les circonstances, Madame la Présidente, je n'ai d'autre choix que de retirer ma motion parce que je ne sais pas sur la base de quel texte. Et je réitère que c'est très malheureux que l'administration s'est tue avant de déposer ce texte devant nous. Alors, dans les circonstances, je suis désolé, mais je dois retirer ma motion. Question règlement. Oui, Monsieur Rattrand? Madame Wong, pouvez-vous clarifier les règles? Hier, vous avez statué que l'opposition officielle a envoyé leur amendement et documentation à 10h05, quelque chose comme ça, qui est après le délai de 10h, qui est la règle qu'on utilise depuis au moins quelques mois. Si j'ai bien compris, l'administration veut proposer un amendement sur place maintenant. Sur quelle base? Il n'a pas le droit de le faire. Ça doit être reçu par tout le monde avant 10h, par vous avant 10h et distribué aux élus hier. C'est bien après 10h lundi matin. Donc, je comprends. Non, l'amendement de l'administration a été reçu à l'heure. L'amendement se retrouve dans le disque partagé qui a été envoyé par le bureau de la présidence. D'accord. J'ai vraiment pas le vieux. Je retire ma question, mais je comprends M. Miele quand même retire sa motion. Merci. Parfait. Madame la Présidente, j'aurais une question sur la problématique que soulève M. Miele. Si nous étions en séance, que nous présentions l'amendement en séance tenante, il ne l'aurait jamais vu non plus. Il proposerait ensuite, c'est vrai la différence, c'est qu'il pourrait proposer un sous-amendement que nous pourrions battre et il serait enfermé dans la même logique qu'il décrit si nous étions à l'hôtel de ville. Je ne vois pas la différence en ce moment. La seule nuance, c'est qu'il ne peut pas proposer de sous-amendement, mais on pourrait le battre, son sous-amendement. Il serait pris avec l'amendement de l'administration. S'il voulait la retirer à ce moment-là, il serait obligé de demander un vote au Conseil que nous pourrions ne pas lui accorder. Et la version amendée serait la nouvelle version. Et ce, même si nous étions à l'hôtel de ville. Alors, je comprends mal. Oui, mais ce que je souhaite dire, premièrement, c'est que qu'il y ait eu discussion ou pas en amont d'un débat là, ne va pas faire en sorte que je vais trancher différemment. Là. Je pense que c'est la responsabilité de chacun des porteurs d'émotions de trouver une façon de dialoguer avant et puis après, ben, moi, je suis face à la motion telle qu'elle a été déposée dans l'ordre du jour et après, au niveau des amendements, moi, je vais les regarder au moment où ils seront présentés lors du débat au conseil municipal. On a toujours fonctionné de cette façon-là. Après, si la personne, si l'élu qui présente son amendement souhaite le présenter en avance, c'est son droit également de le faire, mais je pense que c'est les discussions que vous devez avoir. Là, je comprends que l'administration ne souhaite pas présenter son amendement en amont. Et donc, Monsieur Miele, ce sera à vous de prendre la décision à savoir si vous présentez le débat. Je comprends que vous la retirez. C'est bien ça, je comprends. Moi, évidemment, mon positionnement était cette clarification-là que j'aurais aimé tenir parce que, mais dans les circonstances, si le leader de la majorité me permet de la présenter, j'aurai néanmoins, j'espère avoir encore le choix de prendre une décision au moment où eux détermineront s'ils vont déposer ou pas l'amendement. De prendre une décision sur quoi? Sur le retrait de la motion? Oui. Une fois que le débat est entamé, il faut qu'il y ait une majorité pour qu'un débat puisse être, qu'une motion puisse être retirée. Et vous venez donc de comprendre où je veux en venir quant à la procédure qui rend le tout beaucoup plus difficile pour un proposeur parce que mais la procédure est la même, M. Miele, c'est que je comprends que vous souhaitiez avoir des conversations avec l'administration
au préalable et je comprends que vous ne les avez pas eus. Là-dessus, moi, j'ai aucun contrôle sur vos conversations avec l'administration et donc, moi, je dois procéder à la présentation de la motion. Ensuite, l'amendement, au moment où le déposeur de l'amendement souhaite le faire. Et donc, c'est des procédures dans lesquelles nous nous retrouvons depuis toujours, même lorsque nous sommes à l'hôtel de ville. Mais si vous souhaitez la retirer, je vous inviterai simplement à me clarifier et puis on va procéder ainsi. Alors, je comprends que vous demandez le retrait de votre motion, c'est bien ça? Je réitère le fait que l'objectif de cette motion était vraiment de donner une voix aux Montréalaises et aux Montréalais. On a déposé un texte qui demande de clarifier le processus de consultation. On demande également, Madame la Présidente, d'établir une date de retrait et ainsi que l'objectif qui est celui de ne pas renouveler le plan de déploiement du plan estival sans qu'il y ait eu consensus. Vu que tout ça ne peut pas être discuté, je n'ai d'autre choix que de la retirer. Parfait. Merci beaucoup. Alors, c'est noté. Donc, le point est retiré, ce qui nous amène donc au prochain point 65.04. Alors, une motion de l'opposition à nouveau. Madame Lalidaire? Oui, alors je cède la parole à ma collègue Chantal Rossi. Parfait. Madame Rossi, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, écoutez, la motion que je présente, que je présentais, disons, était en lien avec les canicules qu'on connaît depuis 2018. L'été 2018 a été un été particulier en canicule. Et cette année, déjà, au mois de mai, on a connu déjà une canicule et la semaine qui s'en vient s'annonce à être encore une canicule. Alors, ça a été cet été, c'est un été particulier aussi puisque nous devons composer avec le COVID et le confinement, particulièrement pour les gens âgés qui oui, il y a un déconfinement, mais pour eux, c'est un déconfinement étant donné que les plus de 70 ans doivent demeurer très, très, très prudents dans leur déplacement. Alors, à la fin du mois de mai, le gouvernement québécois a d'ailleurs donné la directive au CHSLD de doter leur établissement d'un système de climatisation ou de ventilation. Alors, notre équipe Ensemble Montréal, nous sommes convaincus que la Ville de Montréal et l'OMHM ont les moyens et le pouvoir d'agir rapidement auprès des personnes aînées qui vivent dans les 132 HLM de notre territoire. On parle de plus de 10 000 logements. Ces personnes à faible revenu ne disposent pas toutes d'un système de climatisation et ni d'un système de ventilation. Et n'oublions pas que ce sont des personnes vulnérables autant aux vagues de chaleur qu'au virus. Ce qu'Ensemble de Montréal demande, c'était simple. Nous demandons à la Ville de Montréal, via l'OMHM, de fournir gratuitement aux personnes aînées des 132 HLM des ventilateurs sur pied. Cette mesure est rapide à mettre en place et nous sommes persuadés qu'elle contribuera à rendre les logements de ces personnes plus vivables en temps de chaleur accablante et extrême. C'est surtout une question de santé publique. Alors, vous comprendrez, vous l'aurez compris, il y a une urgence d'agir, c'est qu'il y a des vagues de chaleur qui s'en viennent. Il y en a qui sont derrière nous, il y en a qui s'en viennent. Alors, sur un budget de 6 milliards, on comprendra, de la Ville de Montréal, on comprendra que d'offrir des ventilateurs à nos aînés, et c'est pas, il y en a qui en ont déjà, là, alors c'est pas tous les aînés. C'est pas, je pense que les aînés et toute la période du COVID démontre la problématique et la vulnérabilité de nos aînés. Et je comprends que les dernières recommandations du gouvernement qui accorde un rassemblement de 50 personnes et moins dans un espace fait que les lieux ils peuvent se retrouver dans des salles communes, 50 personnes climatisées, mais on s'entend que
dans un HLM, il y a plus que 50 personnes, donc c'est sur rotation. Et quand tu retournes à ton appartement et qu'il fait 35, 36 degrés, moi, pour l'avoir vécu avec ma mère, puis on vit dans une maison climatisée, ma mère est décédée, mais à l'époque, quand il faisait très chaud, on faisait des chutes de pression, on perdait connaissance. Alors, c'est le fait d'avoir juste un ventilateur pour aérer l'appartement, pour passer une nuit agréable. On pensait que c'était vraiment un service de base qu'on pouvait offrir cette année, dans une année particulière. Alors, on est sur la même longueur d'onde avec l'administration sur le fait de demander au gouvernement de rénover, d'aller voir le gouvernement pour rénover tout ce qui est HLM et nos maisons pour les gens âgés. Mais malheureusement, après discussion avec M. Boudry, on en a discuté, mais pour nous, c'était important d'avoir une urgence d'agir maintenant, principalement avec les ventilateurs. On comprend que pour les autres, on peut demander au gouvernement, puis il faut demander au gouvernement d'intervenir. Mais pour ce qui est de nos propriétés, on a une responsabilité de propriétaire, les Montréalais, l'administration montréalaise vis-à-vis des HLM. Nous sommes les propriétaires et on a une responsabilité, je pense, d'offrir à ces gens-là, ce minimum-là à nos gens âgés. Je pense que c'est le minimum qu'on peut leur offrir, un appartement un peu ventilé dans des cas de canicule où on peut atteindre, et surtout quand on touche à des tours, on sait que plus on monte en hauteur, et plus il fait chaud en haut. Alors, c'est très difficile pour eux. Alors, c'est dommage, mais on n'a pas pu s'entendre avec l'administration. Je me vois moi aussi dans l'obligation de retirer cette motion-là. Puis j'en suis vraiment peinée parce que j'aurais vraiment aimé que Montréal puisse offrir à ces gens âgés dans les HLM ce petit brin d'air qui aurait pas coûté si cher que ça, mais qui aurait pu, comme je vous dis, qui est une question de santé publique. Alors, je retire ma motion, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Rossi. Donc, le point 65.04 est retiré. Madame la leader, oh non, alors maintenant, nous sommes au prochain point, le point 05. Excusez-moi, je n'ai pas les porteurs devant moi. Est-ce que c'est Monsieur Rotran? Oui, allez-y, oui. Monsieur Rotran. Bonjour, Madame la Présidente. Nous avons déjà abordé cette motion plus tôt aujourd'hui quand on a discuté le point 2056. J'attire l'attention des membres du Conseil à l'amendement ou la nouvelle version qui est déposée avant 10 heures hier, dont on respecte des règles. Je dois dire que j'ai pensé que mes discussions avec Mme Philoteau pendant la fin de semaine étaient honorables et a répondu à des besoins de deux côtés de la salle. Depuis un certain temps, il y a des questions au Conseil municipal concernant les technologies de surveillance masse, les technologies d'intelligence artificielle. Wow, a giant groundhog just went through my yard. I'm astounded. Excuse, j'ai vu un animal que j'ai jamais vu avant. Bon, Madame la Présidente, depuis un certain temps, nous avons eu ces discussions ici au Conseil. Et l'idée est d'assurer le droit à la vie privée des citoyens de Montréal et les libertés civiles. Pendant les discussions du mois d'août dernier, tout le monde au Conseil a reconnu que les technologies de reconnaissance faciale peuvent être dangereuses pour nos droits comme une société scientifique. Donc, ce qui est arrivé, cette motion est envoyée à la Commission de sécurité publique intégralement. Pendant cette fin de semaine, j'ai dit à Mme Philoteau que je pense que le dossier devant nous autres aujourd'hui a un certain lien avec le dossier de reconnaissance faciale, étant donné que c'est une technologie pour permettre la génération de beaucoup d'informations, data en anglais, et est toujours en évolution sans avoir vraiment des paramètres ou technologies bien connues. La nouvelle version enlève deux choses. Une, le SPVM
doit pas admettre aujourd'hui s'ils utilisent cette technologie ou non, mais ils ont déjà dit dans le passé sur les ondes de radio qu'ils l'utilisent pour assurer que les gens a payé leur plaque d'immatriculation. Et il n'y a plus dans la motion un moratoire sur l'utilisation de cette technologie jusqu'au temps que nous avons un protocole en place. Par contre, et j'attire votre attention que je trouve que c'est répondre à la volonté de l'ensemble des membres du Conseil, les deux côtés de la salle, nous mandatons la Commission de sécurité publique de tenir une réunion pour assurer un protocole pour l'utilisation de cette technologie qui va clairement protéger la vie privée et les libertés civiles des Montréalaises. Et on invite plusieurs acteurs à la ville de mettre sa contribution. Ma motion initiale a parlé de laboratoire d'innovation mobilité urbaine, mais on ajoute des autres services. Je comprends de la discussion aujourd'hui, M. Caldwell a confirmé, c'est l'intention de la ville d'utiliser cette technologie dans des autres services que celle de service police. Et cette étude ici peut nous aider d'avoir des meilleures pratiques qui peuvent appliquer ailleurs dans la ville aussi. J'ai amené cette motion ici après que la vérificatrice de l'État de Californie a fait une vérification de la ville de Los Angeles et 3 autres grandes villes en Californie, où les policiers ont utilisé cette technologie et la vérificatrice a trouvé qu'en 99% des cas, les images et l'information qui généraient n'ont rien à faire avec les enquêtes légitimes et il n'y a pas vraiment des politiques rigoureuses pour contrôler qui a accès à cette information, comment c'est stocké, comment c'est récolté. La sécurité même de l'information est mettre en doute et il y a des questions posées concernant une ou deux villes et la possibilité qu'ils ont commercialisé l'information à des tiers qui n'est pas lié du tout par les règles d'éthique de l'État de Californie. Donc, la vérificatrice de Californie a demandé des grands changements et ça semble avoir un impact dans les autres États où cette technologie est utilisée. Donc, Madame la Présidente, pour moi, c'est une bonne motion qui est en ligne avec nos discussions antérieures. Plus tôt aujourd'hui, j'ai mentionné les deux motions sur les caméras, une pour les autobus scolaires, l'autre pour les autobus urbains. Une technologie est juste ça. La fin peut être bonne, mais on doit assurer qu'il n'y a pas un impact inattendu qui fait une menace à nos libertés. Je pense que le texte qui est à voter dans un instant répond à mes souhaits, les besoins des Montréalais d'être assurés que l'instance civile qui contrôle la police, c'est-à-dire la Commission de sécurité publique, va l'étudier et que des experts de tous les domaines à la ville vont partager leur expérience, va révéler ce qu'il va faire dans l'avenir et assurer que ce conseil soit informé et joue son plein rôle de contrôle. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Rotran. Donc, maintenant, la parole à M. Norris. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Rotran, pour votre motion. Si j'ai accepté d'essayer de convaincre les membres de la Commission de la sécurité publique d'accepter cette motion, malgré notre calendrier déjà très chargé, c'est parce que je trouve qu'elle est complémentaire au mandat que nous avons déjà reçu du Conseil municipal en matière de reconnaissance faciale. C'est un mandat aussi de M. Rotran. On a déjà consacré 3 séances de travail à ce mandat-là. On a reçu la présidente de la Commission d'accès à l'information, qui a compétence en le domaine. On a reçu le directeur du service de police. Mais les enjeux qui sont soulevés par cet autre type de technologie et banque de données sont similaires. Alors, je vois vraiment ce mandat comme étant complémentaire à celui qui nous a déjà été conféré par le conseil municipal. Et c'est comme ça
que je vais proposer de le traiter aux autres membres de la commission. Merci. Merci beaucoup, M. Norris. Donc, la parole maintenant à M. le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Je prends note évidemment de cette motion. Je remercie M. Rotran de l'avoir apporté au Conseil pour débat. Nous savons à quel point il aime soulever des enjeux, notamment d'actualité, mais également sur des enjeux de fond, notamment dans ce cas-ci, des enjeux de sécurité, des enjeux d'information personnelle. Et je le salue pour cette motion et cette initiative. Lorsque je regarde l'amendement, et puis évidemment, si M. Rotran est à l'aise avec les amendements, je vais évidemment lui faire confiance et puis je vais respecter son souhait qu'elle aille en commission de la sécurité publique. D'emblée, c'est pas une mauvaise chose d'aller en commission pour justement analyser, ça fait partie des mandats à cet égard. Mais ce qui me chicote un petit peu, ce qui me surprend peut-être un peu, c'est la nature de certains des amendements. Je vous donne quelques exemples. Lorsque on veut retirer l'attendu qui fait référence au fait que l'SPVM n'a jamais reconnu avoir utilisé la technologie des lecteurs automatisés pour les plaques d'immatriculation autre que pour vérifier les enregistrements, pour moi, c'est un petit signal, c'est un petit drapeau, parce que à ma connaissance, c'est le cas. Deuxièmement, lorsque l'attendu est changé, qui fait référence au fait que on n'est pas au courant d'une politique qui peut exister à le terme à l'effet qu'il se pourrait que certains ne connaissent pas ou bien le protocole ou bien la politique. Moi, je peux vous confirmer que nous, on n'est pas au courant de la politique qu'utilise le SPVM sur cette technologie ou son utilisation. Est-ce que c'est, par exemple, seulement pour vérifier les plaques d'immatriculation? Est-ce que c'est pour valider certains crimes? Oui, peut-être oui. Mais ce qui me préoccupe, c'est le fait qu'ensuite, on veut que la Commission étudie le protocole qui est utilisé par le SPVM. Et il va être divulgué au Conseil municipal seulement après avoir été étudié par la CSP. Alors, encore une fois, on ne parle pas nécessairement d'un projet sur lequel on veut faire en sorte que le SPVM fera quelque chose dans le futur. On peut comprendre dans un contexte comme tel que oui, c'est tout à fait opportun que un projet, la politique, un protocole soit d'abord présenté à la CSP pour ensuite être au conseil municipal. Mais dans ce cas-ci, il y a déjà une utilisation par le SPVM. Il y a déjà des protocoles. Il semblerait qu'il n'y a pas de politique pour son utilisation. Peut-être je me trompe, mais elle n'est pas sur le site web du SPVM. Et le fait qu'on veut retirer certaines références à cet égard, encore, c'est un autre drapeau. Et pour moi, ça fait partie de la tendance de toujours vouloir donner à OSPVM la capacité d'agir comme il le veut. On l'a vu à maintes reprises. Je m'excuse, mais s'il y a une politique sur cet enjeu-là, on n'a pas à attendre l'analyse par la commission pour ensuite le déposer au conseil municipal. Il devrait être partagé au nom de la transparence par le SPVM. S'il y a un secret national, ben alors d'accord, là peut-être c'est un autre enjeu, mais on a l'intention de la divulguer. Donc c'est évidemment pas le cas. Et je vois avec cela une tendance justement de la part de l'SPVM à ne pas vouloir divulguer des éléments, des informations sur lesquelles il devrait le faire sans qu'il le soit forcé d'abord à huis clos et ensuite éventuellement publiquement. Un autre exemple très flagrant, on a déjà eu la chance de le débattre et d'en discuter, c'est suite aux demandes sur oui ou non si l'SPVM utilise certaines technologies de type Stingray.
À ce jour, il refuse de reconnaître, de confirmer ou d'infirmer s'il l'utilise. Il y a quelques demandes d'accès à l'information qui sont contestées par le SPVM actuellement. Il y en a une qui est en prise de décision prochainement. Alors pour moi, ça fait partie d'un pattern et ça me préoccupe. Et on a cette administration qui est prête justement à tout simplement suivre les directives de l'SPVM au lieu que ce soit le contraire. On l'a vu avec les caméras portatives. Ils ont fait un gros changement de position là-dessus. Peu importe ce qu'ils peuvent affirmer aujourd'hui, c'est clair. Les articles ne mentent pas. Les articles sont clairs, je retire ce mot. Les articles depuis sont clairs. La position est en constante évolution, pour ne pas dire divergissement de la part de l'administration. Et ça fait partie, malheureusement, de la façon que cette administration traite avec le SPVM. On a vu un autre exemple avec le fait qu'il n'y avait pas eu une présentation du schéma de couverture pour les PDQ. Il y a eu évidemment la fusion et puis la fermeture de certaines stations. Donc, ça fait partie d'une tendance et moi, ça me préoccupe. Alors, moi, j'aurais préféré, très franchement, qu'on maintienne l'original, que effectivement le SPVM dévoile publiquement sa politique sur ces enjeux-là. Il n'y a pas de raison qu'il le cache. Pardon, je retire ce mot. Il n'y a pas de raison qu'il ne le présente pas pour qu'on puisse avoir un débat. On a tous vu au cours des dernières semaines à quel point que les enjeux de sécurité publique, les enjeux de services de police, ils sont des enjeux qui préoccupent énormément la population. Et là, on avait une opportunité justement d'aller de l'avant et de pouvoir être très transparent sur quelque chose qui devrait être une évidence. Alors, je m'en désole, le fait que l'administration a refusé d'essayer de prendre cette motion, de effectivement partager l'information, quitte par la suite qu'elle aille en commission pour étude et analyse, au lieu de faire le contraire. Alors, ça fait partie des choses à suivre à cet égard-là. Et on aura l'occasion d'en débattre, évidemment, lors de la suite des choses. J'espère, mon dernier point, que vu l'amendement dans le résolu, à l'effet qu'on va s'attendre à quelque chose qui soit présenté d'ici le mois d'octobre, à condition que les conditions de la crise sanitaire le permettent. J'espère qu'effectivement, on va pouvoir travailler et ne pas utiliser ça comme une raison, une excuse pour ne pas respecter cet échéancier. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Donc, la parole maintenant à Monsieur Sari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Puis j'interviens sur l'amendement. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par le chef de l'opposition que je ne vais pas répéter. Et j'aimerais premièrement saluer le travail de Monsieur Ortron sur cette motion-là, qui est spécifique à une technologie. Et là où je veux apporter l'attention de l'ensemble du Conseil, de la salle du Conseil, c'est que ce soit dans la sphère de la sécurité publique, que ce soit dans d'autres sphères, dans d'autres services, l'utilisation des technologies ou des nouvelles technologies en lien avec l'intelligence artificielle et ou la collecte de données. La collecte de données qui est pas nécessairement avec une acceptabilité ou plutôt un certain, je dirais, un consentement de la personne de qui on a colligé l'information devient quelque chose de normalisé dans notre comportement. Mais comme municipalité, que ce soit le service de police qui est un service de la ville, bien qu'on le sache, ou n'importe quel autre service, on doit et on se doit de respecter cette vie privée. Et là où c'est plus complexe à gérer, et je consens, puis je le sais parce que moi-même, j'utilise dans plusieurs autres sphères des technologies en lien avec l'intelligence artificielle, c'est la complexité qu'on peut avoir quand on a à analyser la donnée et à compiler la donnée par la suite. Et quand on a des agrégats et des analyses, jusqu'à quel point, je dirais, le maintien du respect de la vie privée et le respect aussi, en général, du consentement qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu de la personne est toujours respecté.
Et c'est là où moi, je veux qu'on porte, et cette motion est vraiment l'occasion d'en parler aussi, encore une fois, je porte un peu l'attention à l'ensemble de la salle du Conseil, que ce soit en lien avec la sécurité publique, en lien avec le SPVM, ou que ce soit en lien avec d'autres services, parce que l'utilisation de ces technologies-là, elle est présente. Elle est quelque chose de très évident. Et la collecte de données est beaucoup plus complexe. Ce qui rend les choses beaucoup plus, je dirais, encore une fois, difficiles à gérer, et d'où la pertinence de cette motion, c'est que parfois, ce n'est même pas les services de la ville qui vont aller colliger la donnée, mais des services de la ville, notamment le service de police de la police de Montréal, peut s'offrir des traitements de données de personnes qui n'ont pas eu un consentement sur la collecte de données elle-même. Et c'est là où cette pertinence d'étudier pas seulement une technologie, mais d'étudier une certaine éthique, une politique et une procédure claire de collecte, transformation et de diffusion de l'information traitée serait très pertinent, surtout pour un service tel que le service de police de la Ville de Montréal, où je dirais le fait d'être en besoin d'utiliser ce genre de technologie d'intelligence artificielle devient de plus en plus demandé, de plus en plus utilisé. Alors, moi, comme l'a dit M. Pérez, je me fie à l'expérience et je me fie à l'analyse qu'a fait M. Rotran par rapport aux amendements qui ont été proposés par l'administration, et je ne suis pas très surpris. L'administration est là depuis 2 ans et demi, puis on l'a vu comment elle se colle aux décisions et aux volontés du service de police de la Ville de Montréal. C'est pas quelque chose de nouveau, mais je me fie un peu au travail qui a été fait d'analyse de M. Rotran. Et encore une fois, je salue un peu ce travail-là qu'il a fait, mais je ne veux pas que cette analyse-là soit faite pour une technologie. C'est un ensemble, c'est une façon de voir la politique en général, c'est la façon de voir la manière avec laquelle on collecte les données, la manière avec laquelle on peut diffuser les traitements qu'il fait par la suite, tout en respectant la vie de tout et chacun. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Sari. Donc, la parole maintenant à M. Rotran. Je pense que Mme Philoteau est sur la liste. Je vois son nom. Oui. Elle est devant moi. Je suis inscrit pour la réplique. Parfait. Alors, je vais donner la parole à Mme Philoteau. Merci à Mme la Présidente. Merci, M. Rotran. Je n'avais effectivement pas l'intention de parler, mais compte tenu de ce qui s'est dit par le chef de l'opposition et par M. Sari, je tenais absolument à prendre la parole. Je suis perplexe. Vous parlez, Monsieur le chef de l'opposition, comme si on demandait de voter contre une motion. On est tout à fait pour. On souhaite étudier ce que M. Rotran propose. On juge que c'est extrêmement important. Le président de la Commission sur la sécurité publique l'a bien dit. M. Rotran l'a bien dit. Ils ont déjà le mandat d'étudier la reconnaissance faciale. Il y a eu 3 séances à ce jour pour étudier la question. C'est tout à fait pertinent que la Commission sur la sécurité publique joue ce rôle. Et d'ailleurs, ce n'est pas à notre demande qu'on renvoie à la Commission sur la sécurité publique. C'était déjà inscrit dans la motion de M. Rotran. Donc, laissons le soin à la Commission sur la sécurité publique d'étudier cette question qui leur appartient. Et je tiens à dire qu'on a tout à fait maintenu dans la motion le fait que le SPVM, on leur demande de dévoiler la politique. Vous parlez comme si on a amendé la motion pour retirer cette notion-là, on l'a tout à fait maintenu. On juge que la CSP doit prendre le temps d'étudier la motion, d'accueillir le SPVM, comme ils font à plusieurs reprises, dans plusieurs dossiers, faire les liens nécessaires avec la reconnaissance faciale pour nous assurer que la CSP ait toute l'information nécessaire afin de transmettre l'information à nos services pour qu'ils soient en mesure de mettre en place une directive pour assurer tout ce qui a trait à la vie privée. M. Sari l'a bien dit, ça doit aller au-delà de cette technologie. On doit évaluer l'ensemble des technologies qui concernent le stockage des données, etc., pour qu'on ait une directive claire. Monsieur le chef de l'opposition parle des caméras portatives aujourd'hui comme si on ne voulait pas aller de l'avant,
avec respect, je le réitère, on aurait dû avoir ce débat en février. Vous avez choisi de retirer la motion et de ne pas avoir le débat sur la place publique. Donc, aujourd'hui, on est rendu là. Pour nous, la question des données, du respect de la vie privée, c'est une question fort importante, même dans le cas des body cams, même dans le cas du port des caméras corporelles. C'est une question qui doit être posée. Cette directive doit s'appliquer et c'est la raison pour laquelle on réitère aussi souvent qu'on a besoin de travailler avec le gouvernement du Québec et avec l'ensemble des parties prenantes pour nous assurer d'avoir une politique claire, oui, à Montréal, mais également au gouvernement du Québec, à l'échelle du Québec, pour nous assurer que l'ensemble des droits des citoyens en ce qui a trait à la vie privée est respecté. Donc, je vous tends une main. Si c'est important pour vous, s'il vous plaît, reconnaissez le fait que c'est important de travailler avec le gouvernement du Québec et d'avoir une politique claire à l'échelle du Québec. Donc, merci à M. Rottrand d'avoir apporté cette motion importante. Comme il l'a bien dit au tout début, c'était effectivement un plaisir de pouvoir partager, de pouvoir travailler les amendements ensemble, de pouvoir les bonifier et échanger à ce sujet. C'est lui-même qui a réussi à me convaincre que c'était un mandat qui était extrêmement pertinent pour la Commission sur la sécurité publique, en ce qui a trait notamment à la reconnaissance faciale. Donc, nous irons de l'avant de cette façon-là. Et vous avez bien entendu le président de la Commission sur la sécurité publique, que c'est un mandat qui va être pris au sérieux. Ça sera une 4e séance à ce sujet et on peut s'attendre à des recommandations fort intéressantes et une directive claire à la Ville de Montréal. Merci. Merci beaucoup à Mme Filato. La parole maintenant à M. Rottrand. Je pense que M. Perez est réinscrire. Mon intervention va être une réplique. Parfait. Monsieur le chef de l'opposition, alors, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. J'entends les propos de Madame Filato. Elle dit qu'elle est perplexe compte tenu de ce que j'ai soulevé et qu'elle trouve que c'est tout à fait pertinent de l'envoyer à la CSP. Je suis d'accord avec elle. Je n'ai pas dit que ce n'est pas approprié de l'envoyer à la CSP. Ce que j'ai dit très clairement, Madame la Présidente, c'est que devant le fait qu'il y a une utilisation actuelle par le SPVM, on devrait connaître la politique. On devrait connaître en tant qu'élu, en tant que citoyen et citoyenne, on devrait pouvoir savoir exactement quelle est la politique actuelle. Si ensuite la CSP veut la changer, veut faire des recommandations, veut travailler avec le gouvernement, absolument, ça fait partie de leur mandat et de leurs objectifs. Mais ma problématique, c'est le fait qu'on ne veut pas divulguer présentement la politique, les protocoles de la part du SPVM. C'est ça ce qui me dérange plus que n'importe quoi. Deuxièmement, concernant le premier résolu qui a été amendé, on biffe le fait qu'on veut que la sécurité publique étudie une politique. Ça commence à partir de les protocoles de récolte, de stockage, d'utilisation et transmission de données. Alors, c'est bizarre quand on enlève des attendus qui font référence au fait que le SPVM n'a jamais admis publiquement son utilisation de l'APIC, on la retire, qu'on nous pointe exactement où sont leurs reconnaissances et qu'elle soit complète à cet égard-là. Alors, je comprends que peut-être ce sont des propos qui mettent Madame Filato, son administration mal à l'aise, mais moi, j'en tiens à cet égard-là. Je pense que c'est tout à fait pertinent. On va suivre le cours, on va suivre les études, les analyses. Je suis certain que la CSP va venir avec des recommandations, mais pour moi, en tant que citoyen montréalais, je pense pas que je devrais être dans une société où je ne connais pas quelle utilisation elle fait le SPVM. C'est ça, un manque de transparence totale. Et en conclusion, on aurait aimé que cet aspect-là, tel qu'a été demandé dans la version originale, soit maintenu. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Donc, Monsieur Rottrand, votre réplique? Merci beaucoup. En réplique, premièrement, je répète ce que j'ai commencé. C'était une négociation qui est honorable. Oui, c'est vrai, je préfère ma version initiale, mais l'administration a aussi des priorités
et ils ont une majorité en conseil municipal. Dès le début, Mme Philoteau m'a dit, pour eux, cette motion est importante aussi, et développer un protocole qui donne certaine rassurance à la population est également important pour elle et l'administration, comme c'est pour moi et ce côté de la salle qui ne siège pas avec la majorité. Pour moi, ce qui est important est que la Commission de sécurité publique est la commission qui va être mandatée, qui a déjà le dossier reconnaissance faciale. J'ai pas su qu'il y a 3 séances de travail. Je n'étais pas invité. Ça va être bon si M. Norris m'a informé. Il y a un article dans le règlement des commissions qui permet les élus de demander le droit de siéger avec droit de parole, mais pas droit de vote pour une séance d'une commission. Mais effectivement, l'autre chose qui est importante, elle se revient au Conseil en octobre. La motion est claire. SPVM va nous indiquer qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, c'est quoi leur protocole de contrôle. On le reçoit avec les recommandations de la Commission. Je pense que ça, c'est important pour vraiment assurer la transparence et d'assurer un plein débat au Conseil municipal. Le service police de la Ville de Montréal utilise cette technologie. Il y a assez de références. Si on fait une étude sur l'Internet, on peut trouver des citations dans les médias. Et je me souviens un certain Ian Lafrenière de l'avoir dit sur les ondes de radio. M. Lafrenière est actuellement député dans l'Assemblée nationale, mais il est en charge des communications pour le SPVM il y a quelques années. À part de vérifier si les gens payent pour leur plaque d'immatriculation, il n'y a rien sur l'Internet que je peux trouver de quelle façon ils utilisent cette technologie. La littérature sur la technologie dit que beaucoup de services police en Amérique du Nord l'utilisent pour retrouver des automobiles volées. S'il y a une autre utilisation, j'ignore complètement. Pour moi, ce qui manque ici est faut trouver une façon pour que le public puisse être mis sa contribution. Il n'y a pas une assurance d'une séance publique et je pense que ça va être une erreur. J'invite M. Norris d'assurer que le public puisse s'exprimer sur le sujet. Pour moi, la technologie n'est pas ni bonne ni mauvaise. Ça peut être dangereux si c'est utilisé en façon incontrôlée. Vous devez comprendre les pouvoirs de l'intelligence artificielle. La technologie de l'API a déjà la capacité de lire 5000 plaques par heure. Et on ne sait pas si c'est seulement monté dans les voitures de police ou aussi monté sur les poteaux de la ville ou dans les autres places pour chercher l'information. Une ville avec des caméras de sécurité qui peut être branchée à ce système comme le système de reconnaissance faciale, se prend vraiment des bonnes politiques pour les contrôler, pour rassurer les gens. We don't spy on them et on garantit leur vie privée et que la technologie va être utilisée seulement pour les fins qu'on détermine être légales et respectent nos chartes des droits et libertés. Monsieur Perez a fait mention de Stingray. Je suis une des celles qui a fait une demande d'accès à l'information et a été refusée par le service police de Montréal. Je pense que le service police doit développer une culture de transparence, d'admettre s'ils utilisent les Stingray ou reconnaissance faciale ou l'API ou des autres technologies, c'est compromettre pas leur capacité de faire des opérations. C'est aider les élus de contrôler les actions pour assurer un encadrement qui répond aux besoins de sécurité publique, mais aussi aux besoins de liberté civile au même temps. J'invite le service police de rendre public l'information sur les Stingray. Je me trouve dans une situation un peu bizarre. La ville est l'opposant. Je suis élu de le conseil municipal à l'autre côté des contentieux de la ville qui prend la défense du service police. Il y a des autres cas et j'ai compris que le juge Philippe Berthellet, que je connais bien quand il était membre des contentieux à la ville, doit trancher un cas bientôt et la ville veut, sans me consulter, reporter mon
chance de faire mon cas devant la Commission accès à l'information. J'invite Mme Filiatreault à regarder la situation et convaincre le service police que c'est une information qui doit être partagée avec tous les membres du conseil municipal. Je vous remercie, Mme Wong, pour mon temps et merci, membres du conseil, pour l'appui que vous donnez à cette motion. Merci beaucoup, M. Rotran. Alors, je ne vois pas d'autres demandes de parole sur ce point. Alors, ce point est adopté. Ce qui nous amène au dernier point de notre ordre du jour, au point 65.06. Monsieur de Souza, est-ce que c'était pour un point de règlement ou pour vous exprimer sur le prochain point? Non? OK. Parfait. Alors, ça nous amène au point 65.06. Alors, notre dernier point, Monsieur Rotran, à vous la parole. Thank you, Ms. Wong. I'm going to speak mostly in English because there's actually a national audience watching tonight because this motion has resonance right across the country. I invite Montreal City Council to send a strong and clear message that hate, discrimination, and violence directed towards our Asian co-citizens is utterly unacceptable and will be vigorously confronted. The targeting of Asian Montrealers over the last months during this COVID-19 pandemic should outrage all of us. But incidents of vandalism, racial slurs, and even violence have not been confined to Montreal. A cursory examination of the press shows that the same shameful behavior has occurred in Toronto, Vancouver, and other cities coast to coast. There needs to be a national response. Racism aimed at our Asian co-citizens violates our fundamental values as Canadians, and we need to speak out. Perhaps this motion will spark a similar reflection in other Canadian cities. There are over 200,000 persons of East and Southeast Asian origin or heritage in Greater Montreal. They represent diverse communities, each with different languages, different cultures, different religions, and different national histories. I want them to know that this council recognizes and appreciates the contributions these communities have and are making to the prosperity and well-being of our city. I want them to know as well that we stand with them and that we commit to confronting the hate aimed at their communities. Today, we say the victimization of these communities is intolerable. This motion proposes 3 actions. Firstly, it calls on this council to make an unequivocal statement denouncing the targeting of our Asian communities. It then calls on the municipal authorities to assure the safety and security of the Asian communities in our agglomeration and metropolitan community. In my mind, this is an invitation to our police department to be proactive rather than reactive. I invite the police to a closer collaboration with the community organizations of the diverse Asian communities. Finally, the motion calls on all Montrealers to express solidarity and to help prevent future incidents and to root out racism. My own borough of Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, has not been immune to the type of events that we are calling out today. A person of Korean origin was seriously hurt, stabbed in the neck on a busy commercial street in Notre-Dame-de-Grâce in March. In the same month, there was an incident of vandalism at a Vietnamese Buddhist temple on Decourtray Street. As of early March, I was starting to get calls from people about refusal of services in stores and racial slurs against Asians. I had to contact the police department. I had to work with organizations to alert them to the resources that are available. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce needs to be in the forefront. Nearly 20% of our population is Asian from South, East, and East Asia. May was Asian Heritage Month in Canada, as adopted by the Parliament of our country. And yet we are seeing and continue to see an uptick in online racism. We see an upswing in incidents aimed at race, at Asians.
we see vandalism, and it calls for a coast-to-coast response. First of all, I want to note the leading role of CRAR, the Center for Research Action on Race Relations, which approached me on behalf of a number of Asian groups and said something needed to be done, that alliances needed to be built, but that the city council had to speak. I want to note the leading role of the following people: Pho Niemi from CRAR, Laura Liu, who set up a Facebook group that has now over 5,000 people from the diverse Asian community speaking to each other. Kyung-Soo Min, who has worked to get the story out about attacks on Asians and has been part of research that was done documenting these attacks. Lily Wang and the students at McGill with her, who issued a document on all the above, the racial slurs, the refusal of services, and even the violent incidents. Ramon Vicente, who's rallied the Filipino community. I want to also note the role of the student associations at Concordia and McGill, which have endorsed this motion and have worked very, very hard. All members of council have in their kits, received before 10 o'clock yesterday, the email from Laura Liu of the Groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques au Québec, as well as the letter from the Consul General of Japan, who endorses this motion. And I want everyone to know that what we are seeing is the Asians are making 5 demands to us. They are asking for the following: une campagne de sensibilisation par rapport aux réalités vécues par la communauté asiatique depuis le début de la pandémie, créer une plateforme et un service d'assistance pour dénoncer le racisme auprès des services de police, des services soutien psychologique adaptés à la réalité culturelle asiatique, confronter les biais dans les médias qui assument les personnes asiatiques sont la source de coronavirus. I think these are laudable goals, and I think we have a role to play to champion all of them. And I want to note, once again, our Asian communities are diverse. They speak different languages and they have different cultures, but this has brought them all together and they are working together, and we need to give them our support. Before I sign off, I want to note a few things. Monsieur Le Greffier, my colleague Mary Darrows, has contacted me. She wishes to add her name as a seconder to the motion. I welcome her approach. I also want to note that while the president of council, Kathy Wong, must be neutral and can take no position in this debate, I do note that Ms. Wong was part of the Facebook meeting on Friday where Asians discussed this motion and how important it was to have it adopted. I also want to note that I've been contacted by Malcolm Brody, the mayor of the city of Richmond in British Columbia, who told me that while I may have been the first to table a motion of this sort in front of a council, his council has scooped us by adopting a very similar motion. And I want to note that a majority of the population of Richmond is Asian, particularly Southeast and East Asian. I also want to note that I've been contacted by several groups in the Black community, which asked that their names be read in council as supporting the motion in front of us. The Jamaica Association, la Ligue des Noirs du Québec, and the Côte-Neige Black Community Association. Madame Présidente, je vous remercie de votre temps. Colleagues, I thank you for support of this motion. Thank you very much, Mr. Rotran. Merci beaucoup, Mr. Rotran. Alors, la parole maintenant à Madame Popianou. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Thank you, Mr. Rotran, to table this motion. It's very important. So I will speak in French apart, okay, for Montrealers also. Donc, je voulais seulement vous souligner qu'au lendemain de l'adoption à l'unanimité d'une déclaration visant à reconnaître le caractère systémique du racisme et de la discrimination et réaffirmant notre engagement à mettre en place les mesures nécessaires pour les combattre, il est extrêmement important de joindre notre voix à votre motion, à la motion que vous nous avez déposée, et à dénoncer haut et fort les actes
actes de haine, de racisme et de violence dirigés envers les personnes de différentes origines asiatiques de Montréal. Depuis janvier 2020, des actes et des discours stigmatisants, discriminatoires et racistes à l'endroit de différentes communautés asiatiques vivant à Montréal ont été commis. Des pagodes bouddhistes, comme vous le disiez, des sculptures, des symboles religieux, les 2 statues de lion qui bordent d'ailleurs l'entrée sud du quartier chinois ont été vandalisées et c'est inacceptable. Ces précieux objets font partie du patrimoine de notre métropole et nous avons le devoir d'en prendre soin collectivement et de les respecter. D'ailleurs, c'est pourquoi, au premier jour de la pandémie au Québec, le 12 mars, la mairesse de Montréal, Mme Plante, s'est rendue au quartier chinois pour visiter les commerçants, pour déstigmatiser cette communauté, pour dénoncer le racisme envers les communautés asiatiques et de lancer un message très clair à la population montréalaise. Les actes de haine, de racisme, de violence dirigés envers des personnes d'origine asiatique à Montréal sont inacceptables et n'ont pas leur place dans notre métropole et d'ailleurs nulle part au monde. D'ailleurs, notre quartier chinois contribue fortement à la richesse de notre ville, la culture qu'il véhicule, son architecture, ses commerces et son attractivité en font un quartier absolument exceptionnel à Montréal et nous en sommes tous très fiers. Je tiens aussi à saluer les différents groupes qui sont sur le terrain et qui se sont organisés pour combattre le racisme et pour bâtir des solidarités et des réseaux d'entraide. Je tiens à saluer en premier le groupe MTL Asian, le BIPOC Accompagnement, qui organise un service d'accompagnement pour les personnes racisées, surtout les Asiatiques, qui craignent de se déplacer seuls. Le groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques du Québec, qui a pour objectif de dénoncer d'ailleurs les incidents à caractère raciste que vivent les personnes au Canada ou au Québec et les personnes qui en sont victimes, et il donne des pistes d'action afin de protéger ces communautés. Il y a aussi le CRARR qui a produit d'ailleurs un guide pour aider les victimes et qui a développé une campagne de sensibilisation. Vous mentionnez à juste titre, M. Rotran, donc le mois de mai, c'est le mois d'ailleurs du patrimoine asiatique au Canada. On était en pleine pandémie et puis on aurait le fêter et le souhaiter autrement, mais c'est un engagement de le faire l'année prochaine. D'ailleurs, le mois, il est souligné par un aide que la Ville de Montréal à travers le programme d'aide aux expressions culturelles qui organise, qui subventionne en réalité le festival Accès Asie, les événements qui réunissent des personnes des communautés chinoises, coréennes, indiennes, japonaises, sri-lankaises, tibétaines et vietnamiennes ont déplacé la tenue de cet événement qui aurait dû avoir lieu entre le 2 et le 28 mai, donc va avoir lieu entre le 28 octobre et le 2 novembre. Et je vous invite toutes et tous parce que c'est un événement absolument exceptionnel. Donc d'ailleurs, vous savez, Montréal est devenue la ville des cinéastes d'origine chinoise. C'est une ville de culture. Ces communautés contribuent fortement à créer la nouvelle culture montréalaise. Je vous invite, j'ai vu d'ailleurs un film qui est dans l'air du temps, qui s'appelle le Banoï. C'est un cinéaste canadien qui s'appelle Koa Lee. S'appelle Le regard sur nos aînés en temps de pandémie. Quoi d'actualité? Donc, en conclusion, il est important de rappeler que cet enjeu s'inscrit également dans un contexte plus large d'inégalité que nous rappelle malheureusement le contexte de la pandémie actuelle et qui affecte particulièrement les personnes marginalisées et les personnes racisées. Rappelons que le virus ne connaît pas de frontières et soyons tous solidaires. In conclusion, it is important to remember that the issue is also part of a broader context of inequities that unfortunately remind us
of the current pandemic context and which particularly affects marginalized and racialized people. I hope that this motion will be heard around the world and in other cities so that we can speak out with a single strong voice against acts of hatred, racism, and violence directed against people of Asian origin. Donc, l'administration, je rejoins d'ailleurs, je souhaite que vous ajoutiez mon nom à cette motion et nous l'appuyons, vous avez vu, avec une voix très haute et de tout cœur. Merci. Merci beaucoup, Mme Papaioannou. La parole maintenant à Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Au nom d'Ensemble Montréal, j'aimerais joindre notre voix en appui à cette motion qui est fort importante. Vous savez, très souvent, malheureusement, lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des temps avec des perturbations, ben, c'est là que la peur gagne du terrain. Et c'est effectivement ce qui est arrivé malheureusement au début de la pandémie, lorsqu'il y avait énormément d'attaques sur ou bien des individus ou bien des institutions d'origine asiatique. In my own district, there is a Buddhist temple that was vandalized earlier on in Montreal during the pandemic. And it was very important for everybody of all walks of life, of all levels of government, of all political parties to denounce it, to ensure the individuals and the community of our solidarity of their home being here. Because an affront on any religious institution or any community institution is an affront upon us all. And this is why it's so important to not let hate take over, not let hate perpetuate and propagate so that it would only lead to more fear, more apprehension. There is no specific origin of the virus. There is no specific individual that caused it. And it's not for us or individuals to be able to hold any communities or groups or different ethnicities as responsible. History has taught us that that is unfortunately a recipe for more hate, and we have to denounce it. So with this motion today, it gives us this opportunity to collectively denounce it, affirm our solidarity with all individuals, but in particular members of the Asian communities, so that we can say we are all together. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. La parole maintenant à Monsieur de Souza. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je profite de cette occasion de remercier mon collègue Marvin Vautrin d'avoir ramené cette motion au Conseil. Je sais que dans une période très difficile, nous tous, et maintenant je parle au niveau de mon conseil à Saint-Laurent avec M. Salem, M. Miele, M. Jacques Cohen, Mme Michel Biron, on tous travaille très fort parce que chez nous, dans notre communauté à Saint-Laurent, nous avons une très grande variété des gens qui viennent de partout au monde, mais on a aussi une grande population d'origine asiatique, des personnes qui viennent de tous coins du monde, mais de Vietnam, de Corée, de Cambodge, de Laos, de Chine, de Philippines, et j'en passe. Donc, je pense que c'est important qu'on avait déployé nous-mêmes les efforts faits par mes collègues du Conseil par voie de nos instances, nos contacts, nos présences dans notre communauté, le message qui a été très fort en termes de solidarité, puis de s'assurer que si jamais on entendait des choses, on pourrait prendre notre position et s'assurer que notre position est connue. Et en faisant ça, on continue et on va continuer de bâtir une communauté ici à Saint-Laurent où les gens de n'importe laquelle communauté au monde peuvent venir ici et vivre en paix et harmonie. L'opportunité que cette motion nous offre est de transporter ce message de paix et harmonie que nous avons
à Saint-Laurent, à une échelle plus large, à Montréal, à Québec, au Canada. Merci, M. Rotrand, d'avoir cherché une audience nationale. Merci d'avoir pris le temps de rejoindre les villes à travers de ce pays. Je pense que ça, c'est le genre de résolution qui effectivement peut trouver résonance, pas uniquement ici à Montréal, mais ailleurs au pays. Et puis, je reste convaincu qu'il y aura d'autres villes qui vont être inspirées par ça. Je profite de ça, de dire que même si chacun de nous, on fait des efforts dans notre communauté, mais c'est aussi très important de passer le message partout dans notre ville. Et j'espère que ma voix, nos actions, ne restent pas uniquement des mots sur papier, mais ça va refléter dans nos actions de jour à jour, pas uniquement dans cette pandémie, mais dans toutes les actions qui vont venir dans la future. Donc, merci, M. Rotrand, et puis encore, j'espère que mes collègues du Conseil vont joindre pour s'assurer qu'on peut envoyer un message haut et fort à tous les Montréalais et les Montréalaises. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. de Souza. La parole maintenant à Mme la leader de l'opposition. Merci, Mme la Présidente. Je pense que Mme Montgomery était avant moi, mais puisque vous m'avez interpellée, simplement, s'il vous plaît, rajoutez mon nom comme appuyeur, également celui de M. Jim Bass. Merci beaucoup. Alors, les noms de Mme Boisverrois et M. Bass ont été ajoutés comme appuyeurs. La parole maintenant à Mme Barbe. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, je ne veux pas être longue, mais simplement, nous, à la salle, nous avons le privilège d'avoir une population en croissance et cette croissance nous vient particulièrement de cette belle communauté asiatique, principalement de la Chine. Et je vous dirais qu'on a même signé une entente, en fait, un pacte d'amitié basé sur la culture avec la ville de Taishan. Et Taishan est la ville qui a laissé partir les premiers Chinois pour la direction de l'Amérique du Nord. Donc, les Chinois qui ont traversé et qui sont venus construire le chemin de fer qui traverse le Canada, eh bien, c'était tous des Chinois qui venaient de Taishan. Et on a énormément de Chinois à la salle dont leur ville d'origine est Taishan. Alors, on a cru bon évidemment, la population est tellement croissante rapidement à la salle en provenance de la Chine. Et je vous dirais même que 85-90% des nouvelles maisons qui s'achètent à la salle sont achetées par des Chinois. Très, très belle communauté pacifique, agréable de compagnie et qui s'intègre très bien. Et ma collègue Lise Zarac, qui est responsable en arrondissement des communautés culturelles, a des liens tout particuliers avec cette communauté. Donc, on souhaiterait faire ajouter les noms de Lise Zarac, Richard Deschamps et moi-même, Manon Barbe, comme appuyeur à cette très belle motion. Merci. Merci beaucoup, Mme Barbe. Alors, c'est toute l'équipe, si je comprends bien, de l'arrondissement La Salle qu'on ajoute donc comme appuyeur de la motion. Merci. Merci, Mme la Présidente. Mme Montgomery, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. I just would like to add my name to support this motion of Mr. Rotrand's. I think it's very important. Obviously, I'm the mayor of the biggest and most diverse or most populous and most diverse borough in Mr. D'Souza's shaking his head. Okay, it's not a competition, but we have a lot of diversity and these kind of attacks based on race or skin color or for any reason that has to do with hatred are unacceptable. And the young man that was attacked by a knife, that attack happened just 2 blocks from my home. And it's unacceptable, obviously. But he has since left Canada, unfortunately, and he has gone back to Korea. So I'm very saddened that that was the experience that this man and his family had of our country, our city, and our borough. Also, when the attack happened on the Buddhist temple, I called them to express my
horror and outrage, and assured them that they have our support, our full support. But I also think that other levels of government, particularly the province, has to examine itself and look at what kind of education we're giving our children in schools. We have to teach kids about racism and about our past and our painful past, and a past full of many dark scars. And as painful as that is, it's necessary because you cannot fix something if you don't recognize it first and name it. So the systemic racism in this province and in this city must end. And I'm horrified and saddened for the Asian community that there's, for some reason, they think this is where people think that this is where COVID is coming. But with leaders like those we have in the United States, some leaders here, it's no wonder that this kind of ignorance persists. So with that, I know politicians like to say that they'll be brief, and I will be brief. Thank you, Mr. Rotron, for this motion, and I'm happy to put my name to it as well. Thank you very much, Mrs. Montgomery. Maintenant, la parole à Madame De Ross. Merci, Madame la Présidente. Marvin, Mr. Rotron, thank you very much for your motion. It is with pride that I supported you on this motion. I was not planning to speak because you said it so beautifully and so inclusively. However, because of past events and the way we have in our borough dealt with them through dialogue, through bringing two sides together at a table and helping them understand that we are all Montrealers. We all live together in this beautiful city of ours. And there is no place of any differences amongst us in this beautiful city. The more often that we are able to speak with one another and bring down the barriers, then there is no hate, there are no differences, and there is no fear, because we are all brothers and sisters. We are all Montrealers, where there is no place for any sort of racism or hate between us. I have seen things quiet down in our area, and so if I have any message to pass on, is through dialogue, through education, we will be able to bring down the fears and the differences and truly appreciate the rich cultures that we have and live together as one. Once again, Mr. Rotron, thank you very much, and I'm a very proud supporter of this motion. Thank you, Madame President. Thank you very much, Mrs. De Ross. La parole maintenant à Madame Hainaut. Madame Hainaut, à vous la parole. Monsieur Miranda et moi-même souhaitons supporter la motion, celle de Monsieur Rotron, et vous assurer de notre support dans la situation présente. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Madame Hainaut. Alors, on ajoute vos noms comme appuyeurs de la motion. Oui, Monsieur, Madame la Présidente, Giovanni Rapana aussi. Monsieur Rapana, parfait. Alors, votre nom est ajouté comme appuyeur à la motion. Monsieur le leader de la majorité, à vous la parole. À ce stade-ci, Madame la Présidente, je propose simplement d'ajouter tous les conseillères et conseillers comme appuyeurs de la motion, à moins que quelqu'un s'y objecte. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Alors, à moins d'une opposition ou d'une dissidence, la proposition de Monsieur le leader, c'est d'ajouter l'ensemble des élus comme appuyeurs de la motion. Parfait. Monsieur Bass, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. I wasn't going to speak, but I felt it necessary under the current circumstances. I want to
congratulate Mr. Rotran for, again, putting through a motion that makes sense, that touches people and will make a difference in everyone's lives, that deal with systemic racism. We have in Pierrefonds a diverse community, as many other communities do. We celebrate our differences, and we live in harmony, and we've been doing this successfully for decades. A father of a Chinese daughter, my daughter is now a teacher who worries going out of the home today, who wonders, what will she be faced with as she, goes to a store, boards a bus, or enters a classroom. And so being close to the Chinese community and talking to the leaders in the Chinese community, I know there's an anxiety within not only the Chinese community, but all Asian communities. And I felt it necessary to speak because firsthand I felt the impact of such irresponsible words targeting a community that has done nothing but good, not only in Montreal, but throughout the world. And so I congratulate Marvin Rotran, the godfather in this chamber, for not only his tireless work, but also the colleague councillors who also support this initiative, because I think that through dialogue, through discussion, through open discussion, and realizing that there are issues, major issues in racism, and it touches us all in our communities and in our homes, a lot of us. And so I think that by putting forward something like this, it can only be modeled in other communities and bring about some positive change. So, merci Madame la Présidente. Comme j'ai dit, je voulais pas prendre la parole, mais je pensais que c'était très important, personnellement, comme père d'une fille chinoise, mais aussi quelqu'un dans une communauté diverse comme Pierrefonds-Roxboro. Merci. Merci beaucoup, M. Baisse. La parole maintenant à Mme Fumagalli. Merci, Madame la Présidente. Donc, lorsque M. Rotran m'a demandé d'appuyer sa motion, évidemment, ça a été sans hésitation que je l'ai faite parce que je pense qu'il est important de toujours dénoncer les actes de haine, de racisme et de violence, qu'ils soient dirigés envers les personnes d'origine asiatique, comme dans cette motion, mais au fait, tous les actes de racisme ou de haine ou de violence envers des personnes qui sont racisées. Et moi aussi, maman d'un jeune adolescent qui est d'origine à moitié africaine, je ne peux pas passer ceci donc sous silence. Alors, merci M. Rotran pour tout le travail que vous avez fait. Et aussi, en tant que mairesse, et Sue, tu me permettras de pas... moi aussi, je pense que je suis la mairesse de l'arrondissement où il y a la plus grande diversité à Montréal, donc on pourra le débattre ensuite. Mais en somme, il est important d'appuyer donc cette motion parce que la diversité, c'est ce qui nous fait une communauté beaucoup plus forte et qui fait que Montréal, justement, est une ville où il fait bien vivre et où il y a cette inclusion. Et évidemment, il ne faut pas passer sous silence le rapport qui vient de sortir de l'OCPM hier, et en espérant que ces recommandations, nous les porterons tous et qu'on prendra acte. Alors, merci Marvin pour d'avoir amené cette motion au conseil municipal. Merci. Merci beaucoup, Mme Fumagalli. Alors, M. Rotran, à vous la parole. Merci, Mme Wang. Premièrement, j'aimerais remercier tout le monde qui a pris la parole. Vos mots étaient forts, clairs et importants. Et je suis convaincu que ça va faire un changement. Merci aussi pour les bons mots que vous avez adressés à mon égard, mais je ne prends pas le crédit. Je suis le véhicule pour la motion. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, c'est les gens qui étaient ciblés, qui ont dit assez est assez, qui m'approchaient et travaillaient avec moi pour assurer un texte qu'on peut proposer au conseil municipal. J'aimerais remercier Juliana en particulier parce qu'elle est la première de dire oui, elle veut l'appuyer et veut envoyer ses motions au conseil municipal. Elle a travaillé avec moi depuis octobre en quelques dossiers qui touchent le racisme, les relations des diverses communautés avec le service police à Montréal pour essayer de faire un changement. On ne doit jamais oublier que
plus qu'un tiers des personnes qui habitent dans l'île, dans la ville, pas même l'île, dans la ville, sont des minorités visibles. Et c'est une communauté très, très diverse qui vient des 4 coins du monde et représente des différentes races et des nationalités. Les Asiatiques sont plus grands parmi la population maintenant qu'il était une vingtaine d'années et ils contribuent énormément à la prospérité et réussite de Montréal. Il n'y a pas personne à Montréal qui doit vivre en peur et penser qu'il peut être ciblé dans les rues de Montréal. Quand on attaque une personne, c'est une attaque contre tous nous autres. Et je réjouis de la unanimité et solidarité de la conseil municipal envers ces personnes. Et oui, ça va faire une différence et je suis convaincu que ça va déclencher un débat ailleurs. J'ai été contacté par une personne que je connais d'une communauté asiatique en mars après un incident qui me dit « On ne va jamais faire des plaintes parce que dans notre culture, on reste silent. » Et j'ai dit « Vous devez faire l'effort de dire aux gens, ils doivent aller au service police, ils doivent faire leur plainte en public, ils ne doivent pas être silencieux. » Et depuis quelques mois, je vois plus et plus de personnes qui vont de l'avant pour parler pour leur communauté, pour dire on ne va pas être des victimes. On va travailler ensemble pour sensibiliser la communauté, sensibiliser nos élus et assurer la sécurité de nos gens dans les rues de Montréal. For those of you who are listening, I urge people who are victims to break the silence. And I urge them to work together with their local elected officials. I was thrilled when the town of Hampstead called me a few days ago to say they're going to adopt exactly the same motion. What's important is we're stating our values as Montrealers. We fight all the time at City Hall. Every city council meeting has some really low moments. We all know that. But occasionally we have high moments, and I believe this is one of them, because we are united by something we believe in, and we believe in the right to everyone to live in Montreal, safety and security and freedom, and everyone has something to contribute. And we are colorblind. We assure that everyone has equal opportunity. We're proud of our Charter of Rights and Responsibilities as a municipal document, and we will do what we can as a council to confront hate and racism. So to those watching elsewhere, emulate what we are doing here in Montreal, work with your municipalities in any province of Canada, build those alliances. Je dois dire que le travail des groupes Entraide contre le racisme envers les Asiatiques, ce que vous faites est important. Vous avez fait communiquer des milliers de personnes qui dialoguent avec des groupes ethniques différents dans la communauté asiatique qui n'a pas su vous connaître il y a quelques semaines. Vous demandez que les valeurs fondamentales qu'on dit être les valeurs les plus chères à nous soient respectées et vous devez réjouir de ces valeurs. La tolérance, la coopération, le plein droit à la sécurité, c'est les valeurs fondamentales. So thank you very much, members of council. Asians live in all communities. There are a lot of them in Côte-Neige, NDG. There are a lot of them in Villeray, St. Michel, Park Extension, and other communities and other boroughs as well. We're all going to be ambassadors going forward for our Asian communities, as we are for our Black communities and our other diverse communities. We have a role and a responsibility of leadership. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rotran. Et donc, ceci complète les prises de parole sur cette motion. Et donc, la motion est adoptée à l'unanimité avec l'appui de l'ensemble des élus du conseil municipal. Et je me permets très rapidement de vous remercier, chers collègues, d'avoir pris la parole sur cette motion. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous écouter ce soir. Comme vous le savez, il s'agit de mon dernier conseil municipal ordinaire que je vais présider avant mon accouchement. Et donc, je suis très émue de terminer ce dernier conseil avec un appui unanime, en fait, de tous les membres par rapport à cette motion importante pour ma communauté. Et donc, au nom de toutes les communautés asiatiques à Montréal et de moi-même et de ma future fille, j'aimerais vous remercier du fond du cœur pour ce débat. Là-dessus... Félicitations! Merci, Aref. Bon accouchement, Cathy.
Merci. Et donc, là-dessus, bien, tous les points à l'ordre du jour sont épuisés. Ça fait plusieurs heures qu'on passe ensemble. Alors, avant de terminer, je sais que vous êtes tous fatigués, vous avez hâte de vous déconnecter de l'ordinateur, mais j'aimerais quand même prendre le temps de remercier des services qui ont été essentiels cet été, là, surtout en période de COVID, pour qu'on puisse avoir la tenue de ce conseil municipal virtuellement pendant la COVID. Et donc, un merci tout particulier au service du greffe et tout particulièrement à son greffier et directeur, Maître Saint-Don, pour sa disponibilité durant la pandémie et le soutien exceptionnel de toute son équipe. Également, tous les techniciens audio du MRA, le partenaire Interval.tv qui a réalisé la web diffusion pendant tout le long de nos conseils et aussi l'entretien ménager à l'Hôtel de Ville qui continue à accueillir nos équipes à l'Hôtel de Ville. Merci aussi au service des TI qui, très rapidement, là, se sont adaptés pour qu'on puisse tenir nos conseils municipaux en ligne, une première quand même dans l'histoire de Montréal. Et bien sûr, un grand merci à toute mon équipe du bureau de la présidence. Ça a été un grand plaisir de passer cet été virtuellement avec vous. Et puis, prenez soin de vous, chers collègues, membres du conseil. Prenez soin de votre famille et puis je vous souhaite un excellent été. Il se pourrait qu'on se revoie, apparemment, s'il y a d'autres conseils municipaux extraordinaires à suivre. Mais pour l'instant, je vous souhaite un excellent été et votre Alors, merci pour ça. Je vois que M. Limoges a la main levée. Est-ce que c'était pour prendre la parole également? Simplement, au cas où si jamais on ne se revoit pas, vous souhaitez un excellent congé de maternité parentale, Madame la Présidente, et merci de veiller à la destinée de nos assemblées du Conseil avec votre générosité habituelle, votre talent et votre fermeté qu'on apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le leader de la majorité. Et aussi, bien, un grand merci au vice-président, à Monsieur Michel Bissonnette, qui m'a remplacé lors de mes pauses vers la toilette parce que la vessie n'était pas toujours synchronisée au débat. Alors, merci beaucoup, Monsieur Bissonnette, de m'avoir remplacé ces derniers mois. Et puis, bonne continuation, en tout cas, à la personne qui va prendre la relève de la présidence les prochains mois et à la vice-présidence. Sur ce, je vois aussi, Madame la leader, vous souhaitez prendre la parole? Oui, très rapidement. Évidemment, on appuie les propos de M. Limoges et on vous remercie, Madame la Présidente, pour votre travail et on vous souhaite évidemment toute la meilleure des chances et un bon début dans cette nouvelle aventure de vie. Merci beaucoup, Madame la leader, très appréciée. Et donc, sur ce, bien, je ne vois plus de mains qui demandent la parole sur Zoom. Et donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre collaboration dans tous ces débats et à la prochaine. Merci.